Coué à tous, bon matin. Donc, comme on disait, mon nom est Agnès Sirois, je suis directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Je suis également Innu de la communauté de Pessamit, donc je viens de la Côte-Nord. Je travaille présentement dans la région de Québec et effectivement, militer pour les droits et intérêts, pour la reconnaissance de ces droits-là auprès des gouvernements, militer pour de meilleures politiques publiques, c'est vraiment mon travail au quotidien. Et aujourd'hui, on va faire c'est une courte présentation de ce qui représente là, vraiment là, des actions qui existent depuis plus de 50 ans au Québec, parce que les centres d'amitié autochtones, on le dit souvent, là, c'est le secret le mieux gardé au Canada et au Québec, mais ça fait des années, des décennies qu'ils existent, et ils existent pour une raison. Ils existent pour justement cette population-là autochtone qui a été longtemps laissée en marge de la société, qui a été oubliée, c'est-à-dire les Autochtones qui sont nés dans les villes, un peu comme moi, ou qui ont quitté la communauté ou les communautés pour aller habiter dans les milieux urbains, dans les villes, dans les grands centres urbains, mais aussi dans des villes que je qualifie de métropoles autochtones. Je sais que c'est risqué d'utiliser le mot métropole pour une ville autre que Montréal, mais moi, dans ma définition, métropole autochtone, c'est des villes comme Sept-Îles, comme Val-d'Or, comme Latuc, des villes comme Gatineau, où j'étais la semaine passée, où il y a une grande convergence de populations autochtones, c'est-à-dire multinations en plus, qui convergent vers une ville pour différentes raisons. Donc, au travers de ma présentation, on va passer au travers de quelques statistiques, parce qu'il y en a quelques-unes et beaucoup. Là, la question autochtone a été, au cours des dernières années, énormément étudiée. Malheureusement, ça s'est pas toujours concrétisé par des changements réels, mais c'est vraiment avec vous, avec des partenaires, avec les gouvernements, avec les organisations autochtones et avec les premiers peuples eux-mêmes qu'on doit être en mesure de trouver des solutions pour justement briser des nombreux cycles de vulnérabilité, parce que encore en 2023, si on regarde les statistiques, il y a encore trop de choses qui sont à améliorer et qui déteignent malheureusement sur les futures générations. Donc, on commence. Comme objectif aujourd'hui, je voulais quand même que ça soit pertinent là, pour les gens dans la salle. Donc, quand on lit au niveau de la santé publique, c'est quand même je ne suis pas du tout une spécialiste de la santé publique comme vous, mais on voit vraiment comment que l'approche populationnelle et comment votre vision de voir la santé au-delà d'une santé physique ou d'une santé mentale, mais vraiment de prendre en compte une multitude de facteurs, fait comment que ça vient rejoindre la vision de la santé autochtone. Également, là, comment que c'est important pour les populations autochtones d'aspirer à un équilibre. Donc, pourquoi que souvent on a l'impression d'être dans un monde parallèle, c'est que la vision pour atteindre un mieux-être n'est pas toujours la même. Je crois même que les populations autres que autochtones devraient peut-être s'inspirer de la vision autochtone, c'est-à-dire comment on cherche l'équilibre dans différentes sphères de sa vie pour justement que ça aille mieux et pas juste d'un côté très physique, santé et tout ça. Et pour terminer, là, on va parler aussi comment qu'on peut déployer des services qui sont culturellement pertinents et adaptés aux réalités autochtones et comment que l'infrastructure de services, qui est les centres d'amitié, a pu faire ce travail-là après plusieurs années d'efforts. Donc, je vous ai passé l'agenda rapidement, mais je crois qu'il est disponible là, à votre disposition. Donc, je vais parler un peu des réalités autochtones du Québec. Je vais vous parler, je parle de centre d'amitié depuis le début, mais vous allez dire, mais mon Dieu, c'est quoi cette chose-là? Donc, je vais pouvoir vous expliquer ça. Je vais vous parler aussi de la vision de la santé autochtone, donc qu'on a développée avec des aînés, des intervenants, des gens qui fréquentent les centres d'amitié autochtones. Donc, vraiment, là, je vais pouvoir vous le partager. Également, je vais vous parler de réponses systémiques. J'embarquerai pas dans le débat de est-ce que raciste, systémique ou quoi que ce soit. Nous, on a dit, bon, OK, on va un pas de l'avant. Nous, on sait que ça existe, mais maintenant, on se chicanera pas sur des mots, mais allons-y d'une façon positive et parlons de changements et de solutions systémiques à venir dans le système. Et je vais terminer en parlant un peu de la recherche.
Donc, les réalités urbaines au Québec, bien important de mentionner, selon les dernières statistiques de StatCan 2016, là, on est en train de finaliser, d'analyser les 2021. C'est pas toujours évident, StatCan nous joue des tours aussi sur les groupes, là, mais plus de la moitié de la population des Premières Nations, donc, vivait en milieu urbain, donc résidait de façon permanente. Donc, c'est énorme comme pourcentage. Et pourquoi, là, je vais faire juste une petite parenthèse là, pour les non-initiés. Des fois, on dit autochtone, des fois, on dit premier peuple, des fois, on dit Première Nation, des fois, on dit Inuit. Rapidement, je vais vous démêler. Quand on parle d'autochtone, c'est le groupe qui est reconnu dans la Constitution autochtone, mais qui comprend 3 groupes. Les Premières Nations, le peuple inuit et la nation métisse. Au Québec, il n'y a pas de nation métisse reconnue, c'est vraiment dans l'Ouest canadien. Et au Québec, on a 11 nations, donc 10 Premières Nations et un pour le peuple inuit. Donc, c'était pour faire un petit bref, je referme la parenthèse là-dessus. 15% de la population inuit était aussi en milieu urbain, donc moins élevé, mais Montréal est vraiment une ville où que la population inuit migre de plus en plus, entre autres pour recevoir des soins de santé. Ottawa aussi est une ville canadienne où il y a une grande population urbaine du peuple inuit. Malheureusement, ça entraîne aussi d'autres enjeux. Les gens, des fois, demeurent dans les grandes villes et après ça, souffrent de la situation d'itinérance. Donc, on sait que cette réalité-là des Autochtones dans les villes au Canada est de plus en plus croissante. Donc, si on pense que le problème va s'effacer ou qu'il n'y aura plus de population autochtone dans les villes, au contraire, là, c'est vraiment en croissance continuelle. Également, les principales raisons que les premiers peuples vont dans les villes, c'est vraiment, c'est une bonne nouvelle, c'est les études. Donc, les villes universitaires ou les villes qui ont des cégeps, comme exemple Trois-Rivières, c'est vraiment quand je vous parlais là, de lieux de convergence là, pour les différentes populations autochtones, et Montréal et Québec en sont aussi. On parlait de déplacement. Les populations autochtones sont demeurées même pas mobile, hyper mobile. Donc, c'est des gens qui se déplacent énormément. Donc, le style un peu nomade est demeuré. Donc, entre une communauté et une ville, on prend l'exemple de la ville de Joliette, par exemple, une Première Nation peut faire jusqu'à 7 fois dans sa vie le transfert communauté-ville, ville-communauté, tout ça. Donc, c'est quand même beaucoup. Ça entraîne des enjeux, que ça soit pour des suivis médicaux, que ça soit pour les enfants qui suivent, donc changer d'école à tout moment. Donc, c'est vraiment d'hypermobilité. Puis, il y a 4 types d'hypermobilité. On a travaillé avec des chercheurs pour justement les qualifier. Donc, ça peut être occasionnel. Donc, je viens d'une communauté de la Basse-Côte-Nord ou de la communauté Naskapi, là, dans le nord, proche du Labrador, et je décide, j'ai besoin de soins, fait que je dois aller à Sept-Îles, où il y a un centre régional pour avoir des traitements. Ça, c'est un traitement occasionnel. Ça, c'est un déplacement occasionnel. Également, quand il y a des déplacements contraints, c'est-à-dire non volontaires, c'est-à-dire quand on est obligé de quitter la communauté parce qu'on est victime de violences conjugales, parce qu'on veut fuir une situation là, qui met notre santé ou la santé de notre famille en péril. Il y a des déplacements aussi involontaires. Si on prend par exemple, il y a eu un article la semaine passée là, d'un enfant inuit qui a été déplacé là, à plusieurs, je pense que c'était 1600 km de sa famille d'origine. Donc, ça, on comprend que c'est vraiment un déplacement involontaire dû à une famille d'accueil. Également, là, il y a quand même des déplacements qui sont très volontaires ou temporaires, c'est-à-dire on retourne aux études, on se trouve un emploi et tout ça dans la ville parce que les possibilités sont meilleures et qu'il n'existe pas d'université dans les communautés. Au niveau des enjeux populationnels, encore une fois, là, je ne pouvais pas tous les nommer, mais j'en nomme quelques-uns là. Par rapport à ce qui existe, je vous laisse les lire, je ne passerai pas un à un, mais chose certaine, et la Commission de vérité et réconciliation a été très claire à ce moment-là, l'impact
intergénérationnel des pensionnats indiens, parce que c'est comme ça qu'on les appelait, les pensionnats indiens, qui ont été créés là, par le gouvernement du Canada à l'époque et gérés, surtout au Québec, là, par les communautés religieuses, ont laissé vraiment non seulement des séquelles sur les gens qui ont fréquenté les pensionnats, mais après ça, ces gens-là qui revenaient, qui avaient été coupés de leur culture, qui avaient subi des sévices, qu'ils ne parlaient même plus leur langue maternelle, ben ça a eu un impact sur leurs enfants et ainsi de suite. Puis je dis ainsi de suite, ça fait pas non plus 1000 ans l'histoire des pensionnats là. Le dernier a fermé là dans les années 90 là au Canada, donc faut pas penser que oh mon Dieu ça fait tellement longtemps que les autochtones ont vécu ça. Fait que des fois de comprendre l'histoire, ça aide à comprendre pourquoi ces réalités-là et ces chiffres-là existent et vraiment, là, c'était lors de la commission de vérité et réconciliation qu'on a fait état de comportements autodestructeurs, malheureusement, qui font en sorte que les communautés ont besoin d'avoir des soins de l'accompagnement appropriés parce qu'il faut prendre compte du passé pour mieux travailler sur l'avenir. Puis j'aurais pu faire une parenthèse aussi sur les femmes autochtones, comment on a vu avec l'enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues assassinées, comment qu'on a fait fi de ce dossier-là pendant des années et les femmes disparaissaient puis on prenait même pas la peine de traiter leur dossier. Donc ça venait pour les personnes, soit les meurtriers ou les personnes qui font des agressions. Bien sûr, là, ça venait des populations avec plusieurs facteurs de vulnérabilité. Donc c'est sûr que ça a eu un impact quand même là. Des gens ont perdu leur mère. Quand je vous dis intergénérationnel, là, quand ta mère n'est jamais revenue puis on n'a jamais retrouvé son corps, bien, sur une famille avec des enfants, ça a son impact. Je vous le confirme. Et surtout quand on laisse entendre que la vie d'une femme autochtone valait pas mieux qu'une autre vie, ben ça fait son chemin dans la tête des futures générations de dire ben notre vie comme Première Nation, elle vaut quoi? Quelques faits au niveau des enjeux populationnels. Bien sûr, là, des inégalités socio-économiques qui perdurent entre population alloctone et population autochtone. Et on le voit même entre diverses nations. J'ai juste à prendre la situation au Québec. Entre nations, tu sais, on comprend que les enjeux sont différents. Exemple, si je prends la nation Huron-Wendat versus la nation Naskapi, ben il y a des différences, tu sais, au niveau des écarts socio-économiques. Donc, un taux d'emploi inférieur à celui des Allochtones, des barrières difficiles à surmonter pour l'accessibilité à du logement. Quand on parle de santé publique, c'est sûr qu'un logement adéquat et sécuritaire, ça fait partie de l'équation. Donc, c'est vraiment un enjeu pour les populations autochtones. Et malheureusement, un cumul de défis pour les personnes judiciarisées. Beaucoup de judiciarisation là, dans le monde autochtone pour des fois là, des raisons un peu obscures. Là. Pourquoi judiciariser quelqu'un? Là, bon, il y a eu ça a été changé, là, mais jusqu'à tout dernièrement, judiciariser des gens qui étaient en situation d'itinérance puis qui ont eu des étiquettes non payées, ben, je pense pas leur place est en prison, ou des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, leur place n'est pas en prison, mais bien dans des endroits où on va prendre soin d'eux. J'ai fait un petit clin d'œil parce que je sais que votre thème, c'est au niveau du climat, des changements climatiques et tout ça, puis on me demandait un peu de parler justement cet impact-là des changements climatiques et de l'environnement qui est changeant sur les populations autochtones. C'est sûr qu'il faut comprendre que ça a bien sûr une incidence. Quand on prend les rythmes de vie traditionnels, donc la chasse, la cueillette de fruits et tout ça, la pêche, ben c'est sûr que si l'environnement devient de plus en plus changeant, qu'il y a de plus en plus d'enjeux en lien avec ça, ben il y a encore surtout chez les aînés, beaucoup de gens qui continuent de vivre ce mode traditionnel-là, donc ça a un impact nécessairement sur leur santé. L'accès à de l'eau potable, donc c'est un enjeu aussi, donc au niveau de l'environnement. Et bien sûr, là,
tout le mode sédentaire que malheureusement la loi sur les Indiens a imposé, de dire ben maintenant ton territoire n'est plus l'est du Québec ou la Côte-Nord ou toute la grande région de Montréal, ben je te mets dans une réserve, c'est le terme utilisé dans la loi sur les Indiens, et tu demeures là. Donc ça a emmené aussi un changement au niveau un changement physique, puis un changement qui a eu un impact sur la santé au niveau de la sédentarité des gens. Également, on parle beaucoup aussi de qualité de l'air. Je crois que c'est hier ou avant-hier qu'il y avait une étude qui est sortie là, pour la base ville la base ville dans la région de Québec au niveau de la population. Mais vous comprendrez bien que ça a un effet aussi sur les populations autochtones, mais aussi les populations autochtones quand ils résident dans des logements, que ce soit sur communauté ou hors communauté, la salubrité des logements est vraiment un impact. Et quand je vous dis là que c'est intersectoriel, les impacts, c'est non seulement ça a une préoccupation pour ta santé et toi-même, mais quand il y a des champignons dans les murs, ben ça a un impact sur les enfants. Et là, se mêle la protection de la jeunesse là-dedans. Et vous voyez, là, on embarque dans un tourbillon là, de problématiques très, très malheureux. C'était mon petit point au niveau du climat, des changements climatiques et tout ça. L'accessibilité aux services. On a travaillé longtemps au niveau du regroupement des centres d'amitié pour dire il est où le problème quand on parle, tu sais, pourquoi les Autochtones ne fréquentent pas le réseau québécois des services. Et je me souviendrai toujours, je nommerai pas la ville, et dans ce temps-là, c'était pas des CIS et des CIUS, c'était des C3S. Donc, les personnes avaient dit, ben, les populations autochtones, c'est pas un problème, on les voit pas dans nos services. Donc, il doit pas en avoir, ils n'ont pas de problème de santé. Puis là, j'avais fait, OK, mais il me semble c'est pas normal qu'une maman enceinte ne va pas faire son suivi. Fait que pour moi, l'équation avait été très rapide et très, tu sais, pas vraiment réfléchie et tout ça. Et là, on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose parce que la porte d'entrée du système de santé pour les populations autochtones, c'est l'urgence. Mais on s'entend quand on va à l'urgence, c'est sûrement pas en prévention ou un petit suivi par-ci, par-là. C'est parce que la situation s'est tellement détériorée que la porte d'entrée est l'urgence. Donc, on s'est vraiment penché sur la question de savoir pourquoi que les services sont sous-utilisés. Et rapidement, on a vu que les barrières d'accessibilité étaient là. Les barrières de langue, de culture, la méfiance aussi envers le système québécois. Je reviens avec l'histoire des pensionnats indiens. C'est sûr que ça laisse pas une bonne trace de dire « Oh, wow, l'État est là pour prendre soin de moi. » Et ça faire vous le savez, dans n'importe quelle relation, là, bâtir la confiance, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et ça demande de la bonne volonté. Également, je comprends aussi que le système de santé n'était peut-être pas prêt, dans certains cas, à recevoir des gens qui ont des problématiques là, des trajectoires de vie assez complexes. Donc, il y avait vraiment un mur qui s'était construit entre la population autochtone et non autochtone, donc québécoise. C'est pour ça qu'on a milité pendant des années de dire ne mettez pas dans les plans d'action gouvernementaux, ne mettez pas la population autochtone avec les communautés culturelles. C'est deux réalités complètement différentes et ce n'est pas la même chose. Les populations autochtones, ils ont une histoire avec le territoire au Québec. Ils étaient les premiers peuples ici. Malheureusement, il y a eu une intolérance qui s'est créée avec les années et là, on est rendu ailleurs en 2023, mais tu sais, il faut comprendre ça, puis il faut être sensible à ça pour maintenant s'asseoir devant un patient qui est autochtone et de prendre le temps de comprendre son histoire. Et c'est sûr que demain matin, là, on ne peut pas dire ben, tout le monde va parler la langue atikamekw. Là. Je pense que ça va au-delà de parler la langue, mais vraiment, je parle beaucoup de bienveillance, puis je pense que toute personne, incluant les Autochtones, ont le droit de la bienveillance quand ils fréquentent des services de l'État québécois. Également, ce qui n'a pas aidé aussi, c'est que les Autochtones ne porteront pas plainte. Ils vont recevoir des fois des services, il y a des histoires là, incroyables que j'ai entendues qui ont pas de bon sens, mais c'est pas des gens, ils sont tellement habitués d'avoir été traités comme ça qu'avant qu'ils qualifient le geste de soit raciste ou de discriminatoire, ça en prend.
des étapes et des couches. Puis, tu sais, on le sait, hein, des actions, quand on pose une action qui est raciste ou discriminatoire, ça peut être bien insidieux. Puis ça, on dirait que les gens étaient pas, on était tellement habitués d'être traités, bon, comme citoyens de seconde zone qu'on portait pas plainte. Donc, fait que ça, c'est beaucoup. Fait que nous, on sensibilise beaucoup aux gens de dire, tu as des droits, tu as des responsabilités, tu as des obligations, mais la personne qui te donne le service aussi. Donc, c'est vraiment là de donner accès là, à cette connaissance-là des droits de la personne. Également, une de nos inquiétudes, c'est qu'on disait, si les parents ne veulent pas fréquenter l'hôpital ou leur médecin ou si ça veut dire que les enfants ne le fréquentent pas plus. Fait que ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on a parce que ça veut dire que ça va avoir un impact sur les futures générations. Et bien sûr, et c'est ce que je mentionnais dès le début, l'approche multisectorielle, chose qu'on a vraiment de la difficulté. Nous, on le fait naturellement dans nos services, mais on le sait quand on travaille avec une grosse machine qui s'appelle le ministère de la Santé et des Services sociaux. Écoutez, il y a des comités, il y a des secteurs pour tout. Fait que nous, on dit oui, mais nous, c'est un tout, là. C'est pas, on peut pas traiter de tabagisme de 9h à 10h, puis après ça, d'ITSS entre midi. Je veux dire, il y a un tout à faire par rapport à ça. Donc, rapidement, je vous parlais des centres d'amitié autochtones, puis tu sais, d'où viennent notre expertise pour pouvoir là, faire des conférences comme ce matin. Le mouvement des centres d'amitié autochtones, je le disais, c'est la plus grande infrastructure de services pour les Autochtones en milieu urbain au Canada et au Québec. Ça a été créé dans les années 50 au Canada, le premier centre au Québec en 69 à Chibougamau. Le mot centre d'amitié vient justement, là, au début, c'était un lieu où les Autochtones en milieu urbain voulaient se réunir, donc, et arrivaient à Toronto, Winnipeg, Edmonton, puis se disaient « Oh mon Dieu, tu sais, je suis loin de ma culture, je suis loin de tout, où que je peux aller pour, justement, là, fréquenter des gens des Premières Nations et tout ça. » Fait que d'où vient le mot centre d'amitié? Au Québec, on est présent dans 12 villes. On a le regroupement des centres d'amitié, c'est l'association provinciale, et on a développé une société immobilière. Je vais en parler plus tard un peu pour dire, ben le logement fait partie là, d'un élément pour être en santé. Rapidement, le regroupement, ben, je pense que vous l'avez un peu compris, là, on travaille pour agir à la défense des droits et intérêts, on contribue au développement de solutions concrètes et à influencer des politiques publiques là, pour le mieux-être des populations autochtones en milieu urbain. Et on met en œuvre là, des stratégies de la programmation pour que cela se traduise dans l'action des centres d'amitié qui, eux, reçoivent la population autochtone. Donc on les appuie là-dedans dans la programmation, dans la réflexion et tout ça. Vous avez ici la mission des centres d'amitié et non la moindre, là, améliorer la qualité de vie des citoyens autochtones dans les villes. C'est quand même toute qu'une mission. Également, il y a un aspect là, de la promotion de la culture et favoriser la réconciliation, donc lutter contre le racisme et la discrimination. Important, c'est des organisations multinations, c'est-à-dire qu'un centre d'amitié accueille toutes les nations. Je pourrais être en Vancouver et je pourrais aller au centre d'amitié recevoir des services. Contrairement à comment que ça fonctionne dans les communautés, je ne peux pas recevoir de services d'une autre communauté autochtone, c'est-à-dire, même si je travaille à Wendake, je ne peux pas aller au centre de santé de Wendake, je dois faire 5 heures de route pour aller à mon centre de santé sur la Côte-Nord. Donc, c'est pour ça que le système québécois devient, pour les gens en ville, ben on fera pas 5 heures de route, là. On va aller à l'hôpital, on va aller consulter notre médecin, on va aller voir l'infirmière et tout ça. Donc, c'est vraiment ça, il faut bien le comprendre. Donc, vous voyez les villes où on est situé, puis là, on a oublié d'ajouter, mais vendredi dernier, j'étais à Gatineau pour annoncer un point de service. Donc, Gatineau, là, avait une demande par rapport aux populations autochtones. Quand je parlais là, de santé publique et de vision de comment on fait nos services, bien ça, je trouve que cette image-là parle beaucoup. C'est-à-dire, au centre, on a l'individu,
On a la famille élargie, la collectivité, la communauté, tout ça, et on construit les services autour de ces gens-là. Donc, quand on arrive dans un centre d'amitié, c'est pas, je viens ici, je viens parler de mon problème, tu sais, je pense que je fais une dépression ou quoi que ce soit. C'est qu'on rentre au centre d'amitié, souvent, la première approche, c'est de prendre un café, de jaser, de discuter avec les intervenants en place, et c'est là que se crée une relation de confiance. Et c'est là qu'on va voir avec la personne, OK, tu as des ados, tu as des enfants, est-ce que ça va bien? Bien, tes enfants peuvent venir au centre d'amitié samedi, on a une activité culturelle. Tes ados te donnent du trouble, bien, viens nous voir, on a des intervenants qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Donc, on agit vraiment là sur les différentes sphères de la santé de la personne et on touche, que ce soit les mamans enceintes, que ce soit les bébés, que ce soit les enfants, les adolescents et tout ça. Les aînés aussi, qu'on oublie souvent. Les aînés, les centres d'amitié sont vraiment un lieu pour eux où ils peuvent se sentir en sécurité et bien. Et vraiment, là, à tous ces services-là qui sont offerts et à toutes ces populations-là, ces différentes tranches d'âge-là, bien, on s'assure que, bien sûr, l'ancrage culturel soit là, identitaire. Faut pas sous-estimer la fierté culturelle. Quand elle a été écrasée pendant des années de temps, bien, ça a un impact sur l'humain, peu importe de quelle nation il est ou de quelle origine. On peut pas dénigrer l'identité de quelqu'un et souvent ça a été caché un peu et il y avait pas de quoi être fier d'être autochtone si on regarde dans les années 80 et tout ça. Donc, fait que vraiment, là, on essaie de retravailler là-dessus parce que quelqu'un qui a confiance en lui, bien, c'est quelqu'un qui va pouvoir aspirer à réaliser ses projets de vie et tout ça. Rapidement, j'arrive à la vision de la santé autochtone au sein du mouvement. Donc, on a vraiment développé une vision, comme je vous disais, avec des intervenants, avec des aînés et tout ça, des directeurs de centres d'amitié. Donc, vraiment, là, quand je parlais de la recherche d'un équilibre, c'est vraiment ce qu'on recherche au niveau de la santé autochtone. Donc, c'est vraiment, la santé, ça veut rien dire en milieu autochtone. On va beaucoup parler de mieux-être. Parce que le mieux-être, ça inclut beaucoup d'éléments. Et comme on me disait, je peux pas me sentir bien pour retourner au travail ou retourner sur les bancs d'école si j'ai des enjeux avec la protection de la jeunesse, si mon conjoint est violent avec moi, si mes enfants vivent des difficultés. Donc, comment qu'on peut justement s'assurer de bien comprendre cette équation-là pour essayer d'agir là sur les 4 dimensions qui reflètent la roue de médecine en milieu autochtone, c'est-à-dire de travailler sur la dimension physique, la dimension émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc, vraiment, là, c'est comment qu'on peut justement là, assurer des cercles de guérison et prendre le temps de s'asseoir et de discuter et de prendre le temps. Je trouve que c'est ça aussi en milieu autochtone. On prend le temps de faire bien les choses. Puis si ça prend plus de temps, bien, on le prend ce temps-là pour accompagner quelqu'un. Également, tout cet aspect-là de dire, au-delà de l'individu, il y a une famille, il y a son cercle élargi, il y a une collectivité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Et bien sûr, intégrer les savoirs et les cultures traditionnelles. Je le dis souvent, puis à ne pas mélanger avec la médecine traditionnelle, ça, il y a différentes opinions par rapport à ça, puis j'entrerai pas dans ce débat-là, mais vraiment, je pense qu'on peut allier médecine, je vais dire contemporaine, et les savoirs autochtones et la culture, de prendre le temps de bien expliquer, de prendre le temps de, justement, là, de s'assurer que la personne est bien avec ça et tout ça, parce que ça reste une chance qu'on a aussi la médecine plus contemporaine parce que il y a des médicaments puis il y a des maladies qui se soignent avec qu'est-ce qu'on a développé au cours puis on là étant et j'exclus la personne qui parle mais on comme société on a développé mondialement là pour répondre à des enjeux de diabète ou de cancer ou peu importe la maladie là et tout ça. On repose nos actions sur plusieurs piliers. On parle bien sûr de sécurisation culturelle et sociale donc
Donc, surtout la sécurisation culturelle, on a été beaucoup sensibilisés dans les 2 dernières années. L'holisme, l'innovation sociale, donc comment faire autrement afin de répondre plus directement à un besoin. Le territoire, même si on est en milieu urbain, le retour au territoire, le lien avec le territoire est énormément important. On le voit de plus en plus chez les jeunes, l'importance de retourner sur le territoire, de faire des activités en territoire, ça a un aspect énormément de guérison, donc on le prend en compte. La création de milieux de vie, donc un centre d'amitié, c'est pas juste 4 murs et un toit, là, c'est un milieu de vie, donc c'est pas institutionnel. Bien sûr, l'adaptation de services, la transformation sociale, et je voudrais même dire sociétale, là, et bien sûr, une atteinte d'une justice sociale et l'égalité des chances. Malheureusement, les populations autochtones n'ont pas toujours parti au même stade que les autres populations. Les facteurs qui ont motivé à développer des services au sein des centres d'amitié. Comme je disais, les centres d'amitié au Québec existent depuis 50 ans et le jour 1 qui ont existé, là, ils n'offraient pas la multitude de services qu'ils offrent aujourd'hui. Les services se sont développés en fonction de la région. C'est pas un copier-coller, là. Val-d'Or, c'est pas à Sept-Îles, puis c'est pas à Chibougamau, puis c'est pas à Trois-Rivières, etc., etc. C'est développé selon les spécificités du milieu. Donc, ce qui fait que les gens se reconnaissent plus aussi dans les services. Le premier accueil, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est ce qui établit le lien de confiance. La façon, notre approche qui permet justement de trouver un équilibre global. Mon Dieu, je me suis devancée, respecter le rythme des personnes qui utilisent les services, l'expertise des défis et des réalités en milieu urbain. On a développé une expertise, certes, donc les gens doivent... C'est de la faire reconnaître, cette expertise-là, et je parlerai un petit peu des défis qu'on a avec le réseau de la santé, ou que dans certaines villes, ça va super bien, ou dans d'autres villes, c'est un petit peu plus difficile, et souvent, ça repose sur les personnes qui sont assises dans les chaises. Donc, les gens qui ont... des fois, ils ont une sensibilité plus accrue envers les populations autochtones, donc ça devient plus facilitant, mais dans d'autres villes, tu sais, ça reste que c'est une grosse machine, le ministère peut nous octroyer des fonds, mais après ça, comment que ça se traduit concrètement sur le terrain et en collaboration avec les partenaires pertinents. Également, rapidement, on a développé une réponse systémique, j'en parlais un petit peu plus tôt. On a développé une stratégie qui s'est appelée le courage d'agir. Puis le courage d'agir, c'est pour tout le monde. C'est le courage d'agir de la part des gouvernements, le courage d'agir de la part des partenaires, des partenaires étatiques, là, mais d'une façon locale. Et c'est le courage d'agir pour les Autochtones eux-mêmes. Donc, on veut que les choses changent. Et ça demande du courage. Ça demande le pas de plus pour faire différemment et éviter heureusement des situations déplorables et même des tragédies qui se sont passées là, dans les dernières années. Donc, on a travaillé avec le gouvernement du Québec dans divers secteurs, que ce soit la justice, que ce soit l'éducation ou la santé, là, à vraiment comment qu'on peut travailler pour inscrire formellement le rôle des centres d'amitié dans l'offre de services publics québécoises. Parce qu'on a bien beau offrir les plus beaux services, on a bien beau être bon dans qu'est-ce qu'on fait, si les partenaires terrain ne reconnaissent pas l'expertise des centres, c'est encore compliqué. Je vous donne un exemple. Des intervenants dans les centres d'amitié, c'est des intervenants qui sont formés, tout ça. Bon, mais pourquoi que la personne, faut la renvoyer voir un intervenant du réseau de la santé pour refaire le même cheminement et tout ça quand ça a été fait? Donc, on comprend que quelqu'un qui a des difficultés, ça lui tente peut-être pas de réexpliquer son histoire et tout ça. Je vous donne rapidement un exemple. Là. Également, un centre d'amitié, on se fera pas des idées, là, on fera pas d'opération à cœur ouvert demain matin, on fera pas d'accouchement dans les centres d'amitié. Donc, comment qu'on peut devenir justement cette porte d'entrée des services et assurer le pont avec le réseau québécois? Donc, on travaille vraiment comme ça. Bien sûr, de travailler avec de concert avec le gouvernement du Québec et du Canada pour justement là, offrir des réponses pertinentes. Et puis, comment qu'on peut travailler ensemble justement à déconstruire des préjugés, à déconstruire des mythes qui malheureusement existent encore, de moins en moins, encore une fois. Là, je ne veux pas être pessimiste. Je trouve vraiment qu'il y a vraiment des belles améliorations qui sont faites là, dans le réseau de la santé et tout ça.
Je vous donne un exemple concret. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or a développé une clinique en santé autochtone au sein de ses murs, dans le but, là, justement, là, d'offrir des services, d'offrir cette accessibilité-là à des populations autochtones dans la région de Val-d'Or. Et eux travaillent directement, là, vraiment en collaboration avec... c'est-tu un CIUS de l'Abitibi? Le CISAT. C'est un CIS. Donc, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue pour justement co-construire ensemble la démarche. C'est un bel exemple de comment une organisation communautaire autochtone avec un CIS peut justement arriver à des solutions et être sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire, il n'y a pas de rapport de pouvoir. Ça, les rapports de pouvoir, là, c'est à éliminer, là. Et je sais que dans le réseau de la santé, je ne ferai pas de cachette, là, il y en existe, là, mais ça, vraiment, avec des partenaires autochtones, c'est perdu d'avance si vous arrivez ou si des gens que vous connaissez arrivent avec cette volonté-là d'avoir le dessus sur ça, c'est perdu d'avance avec une organisation autochtone ou avec même les populations autochtones. Donc, cette clinique-là, quand je vous dis que changer des politiques publiques, là, puis vous le savez, là, c'est tellement long, là. C'est en 2006 qu'on a eu un premier engagement. À ce moment-là, le ministre de la Santé, c'était Philippe Couillard. Il était ministre de la Santé, c'était un gouvernement libéral. Donc, en 2006, on a eu ce premier engagement-là, que je pourrais dire, ce premier pas-là, de dire, il faudrait créer des zones de complémentarité entre les centres d'amitié et le réseau de la santé. Et c'est juste en 2021, soit 15 ans plus tard, qu'on a eu vraiment une annonce formelle du ministre Dubé qui annonçait là, oui, du financement pour les centres d'amitié, pour la création de cliniques en santé autochtone, mais aussi une certaine reconnaissance de nos services. Et la COVID nous a un peu aidés aussi dans cette reconnaissance-là. Quand tout devait être fermé, nous, on a eu cette reconnaissance-là du M3S de dire, mais les centres d'amitié, c'est un service essentiel, donc on les laisse ouverts. Donc, c'est du travail de longue haleine, hein? Il y en a pas de facile et tout ça. Là, rapidement, là, les différentes cliniques en santé autochtone là, qui sont ouvertes et ça continue là, dans différents centres d'amitié. Et un dernier point, quand on parle, là, comment on peut agir concrètement sur la vie d'un être humain et de sa famille, le logement. Le logement, c'est vraiment un enjeu. C'est un enjeu, je pense, pour l'ensemble de la population autochtone. Là. Il y a des crises de logement, de manque de logement dans certaines villes, mais pour les populations autochtones, encore plus, que ça soit sur la communauté ou hors communauté. Et j'ajoute des obstacles plus difficiles, la pauvreté, également la discrimination. Écoutez, j'ai arrêté de compter le nombre d'histoires que les propriétaires refusent l'accès à leur logement parce que la personne elle a un accent, parce que sa langue première, c'est l'Atikamekw, c'est l'Anishinaabe, c'est l'Innu. Oh non, on loue pas aux Premières Nations. Ça existe encore. On se fait pas de cachette, là, c'est pas l'État, là, mais c'est des propriétaires privés. Donc, nous, ça faisait longtemps que nos membres, les centres d'amitié, nous disaient, il faut travailler sur le logement. C'est quand on questionne les gens, ils nous disent, on veut du logement, puis du logement adapté à notre réalité. Fait qu'on a développé notre société immobilière, donc elle a été créée officiellement en 2019 pour justement venir répondre. On a pris un premier créneau pour commencer, là. Donc, on travaille vraiment là, sur des milieux de vie, donc pour les étudiants autochtones. Donc, parce que c'est un enjeu, le ministère de l'Enseignement supérieur nous avait approché pour dire, écoutez, on sait que c'est un obstacle au retour aux études, donc pouvez-vous... Il avait appelé ça des résidences étudiantes, mais nous, on a dit non, les résidences étudiantes, il en existe déjà. Ce que les gens ont besoin, c'est vraiment un milieu de vie. Et quand je vous disais là, qu'il faut que ça soit vraiment complet. Écoutez, c'est des milieux de vie. Oui, il y a de l'hébergement, mais il y a un CPE. Il va y avoir des intervenants, des petites cliniques médicales et tout ça, des salles polyvalentes, des cuisines collectives. C'est ça que les gens ont besoin. Et écoutez, à cette île, ça va ouvrir dans quelques semaines graduellement.
Et 80, on me dit que plus de 90% c'était des femmes autochtones qui retournaient aux études et avec leur famille. Fait que c'est pour ça qu'on fait jusqu'à des 6,5, ce qui n'existe pas nécessairement à cette île. Donc, les gens vont se sentir en sécurité et vont sentir qu'ils sont bien accueillis et tout ça. Et bienvenue, puis ça va faire en sorte qu'ils vont terminer leur diplôme. Ça fait en sorte aussi, après ça, ben là, on commence tranquillement à construire, à reconstruire des peuples qui ont été brisés. Et là, c'est ce qu'on assiste là présentement. On est à Trois-Rivières aussi, je ne passerai pas au travers, il ressemble un petit peu à cette île au niveau des services. Et on est en train de développer avec un projet sur le campus de l'Université Laval et à Chibougamau aussi. Donc, toujours dans la perspective du retour aux études, de faire tomber les barrières, mais on est présentement en analyse pour justement comment on peut venir en aide pour une habitation qui est plus de logement pour les familles et tout ça. Fait qu'on a vraiment, quand on parle d'innovation sociale, de changement systémique, puis de réponse par et pour les Autochtones, ça, c'en est un bel exemple. On fait tout ça pourquoi? On fait ça pour aspirer à vraiment une réelle transformation sociale. C'est-à-dire, ça change tout. On élimine le racisme et la discrimination, on développe des environnements sécurisants, on a accès à des services, puis on a confiance aux services qu'on a. La condition des femmes autochtones est améliorée et leur sécurité aussi. L'identité culturelle des enfants et des jeunes est préservée. La persévérance scolaire et tout ça des jeunes augmente, les conditions sociales augmentent et le mieux-être des familles augmente et les gens sont de plus en plus partie prenante de la société. Donc, on est vraiment là partie prenante et on se développe comme société québécois, Première Nation, peuple inuit et on avance ensemble. Pour terminer, rapidement, un peu à l'instar de la société immobilière, un des enjeux qu'on a, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de documentation sur le milieu urbain, pas sur la question autochtone, sur le milieu urbain. Donc, on a décidé de créer notre observatoire, l'Observatoire des réalités autochtones urbaines. Donc, on est justement en train là, de travailler là-dessus pour justement amener, évaluer, faire des portraits, faire des études, amener des statistiques, mais selon nos approches, parce que le monde universitaire et nous, ça n'a pas toujours été, là, il y a des universitaires qui sont de plus en plus sensibilisés, mais il y a eu une époque où c'était moins intéressant. On venait chercher des données, puis on repartait, puis on se faisait une carrière là-dessus, je vais le dire comme ça. Fait que vraiment, une des clés qui nous manque là, pour encore plus être convaincant quand on influence les politiques publiques, c'est des données pertinentes. Donc, j'ai été le plus rapidement possible et maintenant, je cède la parole à la salle. Merci vraiment beaucoup pour cette présentation à la fois super intéressante et vraiment très inspirante. Il y a un volet très universel à ce que vous faites. On a le temps de quelques questions, gênez-vous pas. Puis, quand vous venez au micro, présentez-vous aussi l'organisation pour laquelle vous travaillez. Bonjour, je m'appelle Catherine Abel, je suis médecin au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ma question, c'est si vous pourriez nous parler de comment vous travaillez avec les communautés. Est-ce que vous avez des liens avec soit les conseils de bande ou d'autres types de représentations, puis comment vous tissez des liens pour les gens qui vivent justement, dans le fond, en alternance, là, soit sur leur communauté, en milieu urbain, et tout ça? Une excellente question. Effectivement, on essaie de construire, puis on a préparé à l'aide des centres d'amitié autochtones de la TUC et Trois-Rivières un forum santé il y a quelques semaines qu'on a tenu à Trois-Rivières pour justement voir comment qu'avec la communauté de Wemotaci qui est plus présente dans ces villes-là, comment qu'on peut justement améliorer. Je dirais pas que c'est parfait, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Il y a tellement d'enjeux dans les communautés, puis nous on a nos enjeux aussi, que la communication
communication n'est pas toujours évidente. Et le fait qu'on accueille des gens de multinations, multicommunautés, donc on a tout intérêt à mieux travailler avec les communautés, mais c'est vraiment, ça repose, encore une fois, j'ai envie de dire, ça repose des fois sur les gens qui sont présents, la volonté politique aussi des conseils de bande qui veulent bien travailler avec des organisations qui sont multinations, mais effectivement, il y a des ententes qui sont en train d'être signées entre certains centres d'amitié, exemple Val-d'Or avec la communauté CRI, ils travaillent ensemble, même parce que le centre d'amitié offre l'hébergement, va offrir l'hébergement pour les patients CRI qui sont dans la ville de Val-d'Or. Donc, c'est vraiment, c'est pas facile, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et ça demande de la bonne volonté de part et d'autre, mais c'est vraiment à l'aide de protocoles et d'ententes parce qu'effectivement, si on veut pas que personne tombe entre les cracks, fait comment qu'on peut mieux améliorer ce corridor-là, ce lien-là entre la communauté et la ville, on a encore des pas à faire pour s'améliorer à ce niveau-là. Bonjour, je suis de l'INSPQ, conseillère scientifique. J'avais une question, en fait, je suis curieuse pour la dernière section qu'on a passée plus vite, fait que je vous laisse donner l'occasion d'en parler un peu plus. Vous avez développé un observatoire, je voulais savoir quelles sont vos questions de recherche qui vous intéressent, disons, pour cette année, ce que vous avez mis sur la table? C'est une excellente question que j'aurais aimé vous répondre, mais on l'a annoncé en décembre, cette création d'observatoire-là. D'ailleurs, on est en recrutement pour une direction. Et donc, effectivement, votre question est tout à fait pertinente. Ça sera un des premiers mandats de cette personne-là, justement, de créer là, des grandes thématiques de recherche par rapport à ça. Mais tout ce qui touche la santé, la justice, l'éducation, l'impact des services, des centres d'amitié dans les villes, c'est quoi la différence que ça fait dans l'état de santé en général, c'est des questions qui vont être certes abordées là, dans les prochaines années. Je ne veux pas mettre trop de pression à la personne qui sera embauchée. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Oui, Chinouche Comidine pour votre présentation, puis aussi tout le beau travail que vous faites dans les centres d'amitié. Moi, j'ai fréquenté celui de Joliette. Là. Je connaissais France Robertson oui. Super bien. J'avais un peu la même question que que la personne avant moi, mais je voulais aussi savoir, est-ce que vous avez remarqué une amélioration des services depuis la mise en place de certains agents de liaison de sécurisation culturelle dans le milieu de soins? Bien, Chinouche Comidine pour votre question. On a remarqué, parce que c'est nouveau ça, hein, c'est venu ensuite après la tragédie de Mme Joyce Echaquan. Il y avait certains hôpitaux, exemple à Sept-Îles et tout ça, où que la population autochtone était très présente, qui avaient ces agents de liaison-là. Moi, ce que je peux dire d'une façon plus externe, puis ça va sûrement faire écho là, aux gens dans la salle, c'est qu'on se rend compte que ce rôle-là, là, on a annoncé, vite, on embauche des agents de liaison et tout ça, mais on se rend compte qu'une fois que l'agent de liaison est embauché au sein d'un hôpital, par exemple, ça s'arrête là. La personne a-t-il un réel pouvoir de changer les choses? Et je pense qu'il est là le deuxième tour de roue qu'il faut donner. Avoir un agent de liaison, c'est une chose, mais si on l'assoit dans le bureau à l'entrée de l'hôpital, puis ses suggestions, on les écoute pas, puis on fait fi de ce qu'il propose, ça sert à rien. On fait perdre du temps à bien du monde par rapport à ça. Fait que je considère qu'on n'a pas vu encore beaucoup de changements parce que je crois qu'on n'a pas rodé, excusez-moi de l'expression, cette partie-là de dire, bien, au-delà d'un jeune agent de liaison, est-ce qu'on met quelqu'un sur le conseil d'administration du CIS ou du CIUS qui est autochtone? Est-ce qu'on se dote de spécialistes autochtones? Est-ce qu'on les écoute vraiment? Fait que je pense qu'on en est là. Fait que je ne serais pas prête à dire qu'on a vu concrètement du changement. J'ai bien espoir qu'on va en voir, mais il y a encore... le système ne se tourne pas sur un dixième, fait que le premier pas est fait, mais il faut y donner un petit peu un autre petit crunch, là. Ouais. Écoute. Merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, je vous inviterai à quitter la salle. On va la préparer pour les prochaines journées, les prochains ateliers. Merci beaucoup.